Jean-Claude m'a proposé il y a 4 mois simplement qu'on parle de Madame Mère, de la maman de Napoléon, Laetitia de Ramolino. Laetitia ou Laetitia, normalement c'est Laetitia en Corse. Voilà. Alors, donc je me suis mis au travail, surtout avec ce livre. Y a quand même une petite dizaine de livres sur Madame Mère. Notamment, il y a le fils du chirurgien Larrey qui a écrit sur Madame Mère. Et puis, il y en a quand même un certain nombre d'autres. Je vous dis une petite dizaine, mais il n'y en a pas beaucoup. Et l'idée de Jean-Claude, c'était qu'on parle enfin de Madame Mère. Surtout que, normalement, pour connaître un homme, il est bon de connaître sa mère. Voilà. Alors, vous voyez Laetitia Ramolino en tableau, là. Alors, son physique, vous le devinez, une Corse brune probablement, des yeux foncés, pas très grande. Hein. J'ai vu dans le livre d'Alain Ducos, j'ai vu que on la mettait à 1,50 m, ce qui m'étonne un peu, mais enfin bon. Alors voilà, Napoléon, une phrase très gentille de Napoléon sur sa mère. C'est à ma mère, c'est à ses bons principes que je dois ma fortune et tout ce que j'ai fait de bien. C'est beau, hein. Il rend grâce à sa mère. Alors, sa date de naissance est incertaine. Normalement, on dit qu'elle est née en 1750. Alors, les historiens, petit à petit, tombent d'accord sur 1749. Voilà. Alors, c'est important de parler des parents de Madame Mère, parce que il y a son père, Jean Jérôme, qui était quand même capitaine commandant les troupes d'Ajaccio, et il était au service de Jeanne. Vous savez que la Corse, en 1750, était une terre génoise que les Génois avaient du mal à maintenir. Voilà. Et donc la maman de Madame Mère, Angela Maria de Pietra Santa, était d'une famille noble, originaire de Sartène. Voilà. Là, j'ai mis comme image le port d'Ajaccio. Alors, Laetitia, Madame Mère, perd son père à l'âge de 5 ans. Jean Jérôme, qui n'avait que 31 ans. Et Angela Maria se remarie 2 ans plus tard. Elle n'est pas restée veuve très longtemps. Hein. Elle se remarie 2 ans plus tard, figurez-vous, avec un officier d'un régiment suisse au service de la France. Vous savez que les Suisses, ils étaient au service de Louis XVI, etc. Ils sont au service du Vatican. Et donc là, elle s'est remariée, la maman de Laetitia, avec un certain François Fesch. Alors il a un nom suisse. Il était originaire de Bâle. Et ce remariage a donné ce personnage que je vous ai mis à gauche, qu'est le cardinal Fesch. Enfin, le futur cardinal Fesch, c'est cet homme archevêque de Lyon et primat des Gaules, bien sûr, et donc cardinal quelques mois plus tard. Voilà. Alors, il est né. C'est très important parce qu'en fait, Madame Mère et son demi-frère ont vécu presque tout le temps ensemble, jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que je suis obligé de vous le présenter dès le départ. D'ailleurs, on va approfondir aussi l'arbre généalogique. Regardez, est-ce que vous voyez à peu près? Vous voyez Laetitia, ses parents, donc Jean Jérôme, sa mère, voilà, et donc sa mère qui se remarie avec François Fesch, d'accord, et ça donne Joseph Fesch, futur cardinal. Voilà. Ça, c'est très important parce que Napoléon parlera de son oncle, Joseph Fesch, de son oncle, alors que finalement, il n'avait que 6 ans d'écart avec lui. Vous avez vu, le cardinal Fesch est né en 1763 et Napoléon, comme chacun sait, est né en 1769. Alors, là voilà la petite Laetitia. Donc, il paraît, d'après les historiens, qu'elle n'avait pas reçu beaucoup d'éducation, ni d'instruction. Bon, qu'elle parlait corse. Enfin,
un Italien corse. Donc, on dit même que son instruction se résumait à sa signature. Par contre, Napoléon a dit « Elle est belle comme les amours ». Elle est restée belle très très longtemps. Et en Corse, il paraît qu'on disait d'elle que c'était une petite merveille. Voilà. Donc, elle va attirer l'attention d'un jeune étudiant en droit de 18 ans. Donc, vous allez voir, enfin, c'est pas un secret, hein. Charles Bonaparte, Carlo, né lui en 1746. Donc, ils avaient 3-4 ans d'écart. Donc, voilà. Et alors, lui aussi, l'orphelin de père, depuis 6 mois, mais enfin, bon, il a gardé son père un peu plus longtemps. Et il rentrait de Pise où il avait fait ses études. Souvent les Corses faisaient leurs études à Pise notamment, leurs études de droit à Pise. Alors le Charles Bonaparte était très séduisant, trop séduisant, et il a plu à Laetitia. Et séduction réciproque, j'ai marqué, puisque le mariage a eu lieu le 1er juin 1764. Alors, elle avait 14-15 ans. Ouais, elle dit, il y en a même qui disent qu'elle avait 13 ans, mais enfin bon, disons, moi je prends la moyenne. Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. C'est la maison Arrighi de Casanova à Corté. Je suis sûr que les Napoléoniens la connaissent. Où est né donc le premier enfant de Laetitia, c'est-à-dire Joseph, le frère aîné de Napoléon, qui est né le 7 janvier 1768. Voilà. Donc là j'ai mis, bon si vous pouvez lire, hein, que le mari de Laetitia, Charles Bonaparte, était avocat. Oui, il avait fait des études d'avocat. Il était orateur talentueux, mais il était un peu dépensier et puis tourné vers le paraître. Oui. Mais c'était un bel homme. Donc au début, le couple Laetitia-Charles a vécu à Corté. Donc il y a eu d'abord un Napoléonais, d'abord. Il y a le premier enfant, vous allez voir, Laetitia a eu 13 enfants. Bon, Laetitia a eu 13 enfants. Il y en a 8, on va les voir. Il y en a 8 qui ont survécu. Donc il y en a 5 qui sont morts-nés ou morts jeunes. Voilà. Et donc le premier enfant de Laetitia, c'est Napoléonais, et le deuxième, c'est Mariana. Alors finalement, il y a eu 3 Mariana, puisque Elisa, qui sera la princesse Elisa, s'appelait Mariana. Et les 3 filles, vous allez voir, ont changé de prénom parce que c'était plus moderne de prendre des prénoms plus français. Alors, vous savez qu'il y avait un fameux Paoli en Corse, tout le monde le sait, qui prêchait l'indépendance, mais qui était un général, un administrateur. Et il était pas mal. D'ailleurs, Napoléon en a hérité intellectuellement. Par contre, quand les Français sont arrivés, ils sont arrivés en force, et il y a eu une défaite des indépendantistes à Ponte Novo. Alors pour ceux qui connaissent la Corse, hein, le 9 mai 1769. Alors regardez bien la date. Défaite des paolistes à Ponte Novo, 1769, 9 mai. Napoléon est né le 15 août 1769. Donc elle était enceinte, Laetitia, et après la défaite, ils ont été obligés de se réfugier dans le Monte Rotondo. Pour ceux qui connaissent la Corse, là c'est un massif finalement avec plusieurs pointes, plusieurs sommets. Et Laetitia et les Français leur ont dit, mais vous pouvez redescendre de votre cachette et puis vous retournez chez vous à Ajaccio. Donc c'est ce qui s'est passé. Et le 15 août, évidemment, Laetitia, qui était à la messe de l'Assomption du 15 août, elle a ressenti les douleurs de l'enfantement et elle est rentrée précipitamment chez elle et elle a accouché. Alors certains disent sur un canapé, sur le carreau de la cuisine. Enfin bon, c'est pas bien clair ça non plus. Alors, très rapidement, Charles va apprécier la politique des Français et rechercher la protection du gouverneur Marbeuf. Bon, alors voilà, le comte de Marbeuf, qui était habile, qui était un peu âgé, mais qui était habile. Charles est nommé assesseur donc à la justice royale d'Ajaccio.
il obtient la reconnaissance de ses quartiers de noblesse. Alors ça, c'est très important puisque vous savez que Napoléon a pu faire ses études en France, à Brienne, parce que il était reconnu, enfin, sa famille était reconnue noble. En 1771, Laetitia met au monde un cinquième enfant. Un cinquième enfant, il y en a deux qui sont morts, ensuite il y a eu Joseph, ensuite il y a eu Napoléon. Donc cinquième enfant, Maria-Anna, et on procède au double baptême. Cette petite Maria-Anna, malheureusement, va décéder. Et Napoléon, bizarrement, ne sera baptisé que 2 ans après sa naissance. Ça, c'est une chose un peu bizarre. Et oui, elle a un enfant. Ben, je vous ai dit, elle a eu 13 enfants en tout. Donc, elle a un enfant tous les 18 mois à peu près. En 1773, elle a une petite fille qui ne survivra pas. Alors, plus important, en mai 1775, naît Lucien. Lucien qui va poser, on va le voir d'ailleurs, parce que Laetitia va essayer de, sans arrêt, réconcilier Napoléon et Lucien. Lucien va poser des problèmes à Napoléon. Et Napoléon va poser des problèmes à Lucien, pour être juste. En janvier 1777, Maria-Anna va changer, qui changera son nom en Élisa. C'est ce que je vous ai déjà dit. Donc, 1777, 1778, septembre 78, c'est Louis. Louis, le petit frère qui est venu à Valence avec Napoléon. Voilà. Et que Napoléon a pris sous son aile. Et le 12 décembre 1778, Charles part pour Paris, voilà. Et vous voyez, Napoléon, il a 9 ans et demi. Charles part pour Paris en emmenant Joseph et Napoléon. Et Laetitia, faut se mettre à sa place, elle voit ces deux grands s'éloigner pour aller sur le continent. 1780, c'est la naissance de Paoletta, la fameuse Pauline, la belle Pauline, statufiée par Canova. Ensuite, en 1782, c'est la naissance de Caroline, qui s'appelait à l'origine Maria Nunziata. Et puis le petit dernier, vous savez, Jérôme, que Napoléon a nommé roi de Westphalie. Alors, Napoléon est à Brienne. En 1784, Charles, accompagné de Joseph et du beau-frère de Charles, c'est-à-dire le futur cardinal Fesch, est à Montpellier. Il tente de se faire soigner de maux de ventre. On a pensé qu'il était mort d'un cancer. Donc, Charles, le papa de Napoléon et le mari de Laetitia, meurt d'un cancer à Montpellier à 38 ans, le 24 février 1785, alors que Napoléon est passé de Brienne à l'école militaire de Paris. Voilà. Alors là, il y a une plaque. Vous ne devez pas pouvoir lire là-bas au fond, mais il y a une plaque qui dit Charles-Marie Bonaparte, père de Napoléon, grand-père de Napoléon III, décédé à Montpellier le 24 février 1785, reposa ici jusqu'au 24 mai 1803. Alors, figurez-vous que maintenant c'est une boîte de nuit. Ah mais vous êtes au courant? C'est une boîte de nuit qui s'appelle le Rockstore. Et il y a une plaque quand même, parce que le gérant de la boîte de nuit a trouvé que c'était honorifique pour lui qu'on mette une plaque sur la boîte de nuit. Et donc, voilà, il y a cette plaque du temps de Napoléon, enfin, du temps, oui, de Napoléon. C'était un couvent des Cordeliers. Mais là, le couvent des Cordeliers est quand même devenu une boîte de nuit. Vous vous rendez compte, Laetitia, elle se retrouve veuve à 35 ans, avec 8 enfants non encore établis. Enfin, les deux premiers, bon, ça commençait à faire Joseph et Napoléon, mais ils n'étaient pas tout à fait établis. Alors, Napoléon dira au docteur Antomarchi, c'est-à-dire à Sainte-Hélène, il dira « Restez seul, sans guide, sans appui. Ma mère fut obligée de prendre la direction des affaires. Le fardeau n'était pas au-dessus de ses forces. Elle conduisait tout, administrait tout avec sagesse. » Vous voyez comme Napoléon aime sa mère. Hein. Et elle aimait son Charles, Laetitia, puisqu'elle dira à la fin de sa vie, Charles était un bel homme, grand comme Murat. Vous voyez les tableaux de Murat. D'ailleurs, malgré les occasions qui se sont sûrement présentées, elle n'a pas fait comme sa propre mère qui s'est remariée tout de suite avec un François Fesch. Elle ne se remariera pas. À gauche, donc Joseph, futur roi de Naples, puis surtout roi d'Espagne, Napoléon, bien sûr, Lucien, qui aura rien comme domaine, parce qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Napoléon et Lucien. Élisa sera la future duchesse de Toscane. Et Louis, futur roi de Hollande.
Pauline. Alors Pauline, elle n'a pas eu grand-chose, mais elle demandait pas grand-chose. Ouais, princesse de Guastalla, mais c'était pas grand-chose. Et puis Caroline, alors elle était ambitieuse, Caroline. C'était la femme de Murat. Et Caroline, elle a eu le royaume de Naples, enfin avec Murat. Et puis Jérôme, on l'a déjà dit, roi de Westphalie. Voilà, je pense que vous vous repérez mieux déjà. 17 septembre 86, Napoléon revient en Corse après près de 8 ans passés sur le continent. Eh oui, 8 ans passés sur le continent. On imagine la joie de sa mère et de ses frères et sœurs de voir arriver ce beau jeune homme de 17 ans dans son habit de lieutenant en second. Ce mannequin qui représente Bonaparte, lieutenant en second, est à Auxonne. Napoléon va seconder sa mère dans la gestion des biens de famille. Et en 6 ans, vous vous rendez compte, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, mais en 6 ans, de 1786 à 1792, Napoléon va bénéficier de 5 congés pour se rendre en Corse. C'est incroyable. Alors, là, vous avez un autre tableau de Bonaparte, lieutenant-colonel dans le corps des volontaires corses. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu plein d'histoires. Paoli ne veut pas l'unité avec la France, alors que les fils de Charles, c'est-à-dire essentiellement Joseph et Napoléon, soutiennent la République une et indivisible. Voilà, en gros, c'est ça. Laetitia soutient ses fils et elle est reconnaissante envers la France qui a aidé sa famille. Elle a compris que le destin de Napoléon n'est pas en Corse, mais en France. Alors, elle a dit, c'est cité dans le livre d'Alain Decaux, elle a dit « La Corse n'est qu'un rocher stérile ». J'espère qu'il n'y a pas trop de Corse dans la salle. La France, il y en a. La France, au contraire, est grande, riche et bien peuplée. Aurait dit Laetitia à Napoléon. Là, en 1793, j'allais dire ça se corse, mais bon, il y a des difficultés. Il y a des difficultés parce que les paolistes ont pris en grippe les Bonaparte. Donc Laetitia est contrainte de fuir sa maison, hein. La fameuse maison Bonaparte. Là, c'est pas la maison Bonaparte, hein, c'est les Milléli, c'est la maison de campagne des Bonaparte. Enfin, maison de campagne où une maison où il y a les vignes, les oliviers, voilà. Et elle se réfugie, donc elle quitte la maison d'Ajaccio, la Casa Bonaparte, et puis elle va se réfugier dans un premier temps au Milléli, puis elle se cache dans le maquis pendant 6 jours. Parce qu'il y avait les paolistes qui la poursuivaient. Napoléon qui se trouve à bord d'un chebec. Alors un chebec, c'est un bateau à voile méditerranéen. Donc Napoléon qui se trouvait sur ce bateau dans le golfe d'Ajaccio voit sur la plage des personnes qui lui font signe. Il s'approche et découvre qu'il s'agit de sa mère et de ses jeunes frères et sœurs. J'ai pris une photo du très célèbre film d'Abel Gance. Voilà, vous en aurez une autre juste après. Donc Napoléon récupère sa famille, dont Laetitia, et elle dira, Madame Mère, parmi toutes les joies que Napoléon m'a procurées, celle-ci est restée la plus grande. Il s'était jeté à l'eau pour m'embrasser. Donc la famille Bonaparte, petit à petit, arrive à Calvi, et puis le 11, elle quitte la Corse pour, vous allez voir, pour Toulon. Et la Casa Bonaparte est pillée et même en partie incendiée par les paolistes. Regardez, c'est beau le film d'Abel Gance. Je trouve que c'est une réussite sensationnelle, le film d'Abel Gance. Et puis avec Albert Dieudonné, là, qui fait Napoléon, c'est formidable. Hein. Donc, ils arrivent tous à Toulon, mais Toulon est en pleine... Vous savez, il y avait des bagarres entre finalement les Girondins et les Montagnards. Et donc, entre les Girondins qu'on appelait les fédéralistes et puis les Montagnards, les républicains purs et durs. Et donc, ils vont loger à côté de Toulon, à La Valette. Alors, les conditions sont extrêmement difficiles. Hein. Ils sont, je sais pas combien, ils sont 6 ou 7. Hein. Et puis ensuite, ils n'ont pas de maison, et puis ils n'ont pas de revenus. La famille s'installe fin août 93 à Marseille, qui vient d'être reprise par finalement les Montagnards, la Convention. Logé au 4e étage dans une rue sale et étroite qui descend vers le Vieux-Port, la rue Pavillon. J'ai essayé de chercher sur Internet une photo de
de l'immeuble, on disait pas immeuble à l'époque, de l'immeuble où se trouvait l'appartement, mais j'y suis pas bien arrivé. On se contente des secours accordés aux réfugiés corses et du pain de munitions. Là, ils ont trimé, hein. Et là, j'ai mis Pauline, 13 ans, déjà très belle, va laver le linge à la fontaine publique. Alors regardez Napoléon qui dit les privations, la fatigue, elle supportait tout, bravant tout. C'était une tête d'homme sur un corps de femme. Il aurait pu dire, c'est une tête de femme sur un corps de femme. Enfin bon, mais vous connaissez un peu la misogynie de Napoléon. Vous voyez, c'est cette gravure là, c'est Napoléon à Toulon. Donc, en fait, bon, ils ont trimé surtout pendant 3 mois. De mai 1793 à septembre 1793. Et donc la situation matérielle de la famille s'est améliorée. Joseph est nommé commissaire des guerres quand même, et Napoléon, comme vous le savez, un peu par hasard, et on va lui demander, il partait du côté de l'Italie, on va lui demander de prendre la direction de l'artillerie du siège de Toulon. Et donc là, la situation de la famille va changer grâce à ça. Ils avaient quand même un bon copain qui s'appelait Salicetti. C'était un commissaire de la Convention, un Corse, qui les a beaucoup aidés. Donc le 19 décembre 1793, Toulon est reprise grâce à l'intelligence du capitaine d'artillerie Bonaparte. Qui va passer d'un seul coup, d'après ce que je sais, hein, du capitaine à général. Et voilà, 3 jours après Toulon, Bonaparte est nommé général. Toute la famille bénéficie de son avancement. Et il est nommé, il est chargé de l'inspection des côtes de la Méditerranée. Et il fait venir sa mère, ses 3 sœurs et ses 2 jeunes frères à Antibes. Et les loge dans une bastide, que je connais pas pour ma part, qui s'appelle le Château Salé. Qui existe encore, hein. Si vous allez à Antibes, allez-y. Alors, malgré les domestiques mis à sa disposition, Laetitia continue à laver le linge elle-même, au fond du jardin, dans un ruisseau. Laetitia garde la tête froide, elle semble impassible. Alors, le mot impassible, il est cité souvent par Alain Decaux dans son livre. Mai 1794, elle apprend que Lucien s'est marié avec la fille de son aubergiste, Christine Boyer. Enfin, normalement, c'est Catherine Boyer qui est devenue Christine Boyer. Surtout, alors Lucien aimait bien changer les noms, hein, puisque lui-même s'est fait appeler Brutus. Elle est donc Laetitia est contrariée car on ne lui a pas demandé son consentement, mais elle est encore plus contrariée par le conflit naissant entre Lucien et Napoléon. Un mariage qui va bien là, qui est bien accepté par tout le monde, c'est le mariage de Joseph, le frère aîné, avec Julie Clary. Alors vous l'avez, la Julie Clary, c'est le tableau de David, le sacre de Napoléon. Et donc Julie, elle est en bas, hein, et d'après tout ce qu'on sait, qu'elle n'était pas très belle. Désirée était beaucoup plus désirable. Mais Julie, elle n'était pas très belle. Mais elle était riche. C'était la fille ça compte, hein. C'était la fille d'un riche négociant marseillais. Et en plus, Laetitia va être très amie avec l'épouse du frère de Julie, Étienne Clary. Alors oui, chute de Robespierre, vous savez, le 9 Thermidor, 1794. Napoléon donc était ami avec le frère de Robespierre, il est incarcéré. Bon, bref. Et puis libéré assez rapidement, au bout de 6 jours, je crois. Cependant, il peste car il n'a pas retrouvé son commandement. Et sa mère lui dit, c'est rapporté dans les livres, sa mère lui dit, pourquoi vous abandonnez-vous ainsi à la rage? Il est si beau, si noble de se montrer supérieur au revers de la fortune. Alors, c'est ce que dit la duchesse d'Abrantès, hein, la femme de Junot, qui s'appelait Laure Permont, qui est devenue duchesse d'Abrantès parce que Junot est devenu duc d'Abrantès. Elle a écrit ses mémoires et elle dit, la première fois que je vis Madame Mère, elle me fit une vive impression. Il y a dans son regard quelque chose de son âme. Et dans cette âme se trouvent beaucoup de sentiments de la plus haute élévation.
Ma mère avait une âme forte et trempée aux plus grands événements. Une âme forte. Retour à Marseille. Alors après Antibes, ils sont revenus à Marseille et là, vous voyez, il y a une plaque sur un immeuble moderne. À cet emplacement, ça s'appelait l'ancien hôtel de Six-Pierres. Mais je crois qu'il existe toujours l'hôtel de Six-Pierres. Mais il a été restauré à la fin du 19e siècle. Et à cet endroit, logea Laetitia Bonaparte et sa famille de septembre 94 à fin mai 97. Alors c'est un peu compliqué parce que moi j'avais trouvé que ils n'ont pas dû se tromper quand même avant de mettre la plaque, mais j'avais trouvé que c'était avant septembre 94 que la famille Bonaparte avait résidé dans l'hôtel de Six-Pierres. Alors là on était en 94 finalement et maintenant on est en 96. Et vous savez que Bonaparte s'est marié début mars 1796, et qu'il est parti deux jours après, je crois, 3 jours après, comme général en chef de l'armée d'Italie. Voilà. Et il passe, alors de Paris à l'Italie, il passe par Marseille et il va rencontrer sa mère et il est tout penaud parce que sa mère sait qu'il a épousé une veuve avec 2 enfants, une espèce de merveilleuse du directoire, une parisienne, enfin bon, ça fait beaucoup. Et donc, il se dit, ma mère corse, comment elle va réagir? J'aurais pas aimé être à sa place. Paulette, elle a fréquenté un dénommé Fréron. Et donc on dit que c'est un triste sire, missionnaire de la terreur. Et donc Laetitia va lui dire non, qu'il n'était pas question qu'il y ait un mariage projeté entre cet homme Fréron et sa fille Paulette. Fréron lui aurait refilé la syphilis à Paulette. On ne sait pas comment Madame Mère, Laetitia, a élevé ses filles, notamment à Marseille. Apparemment, elle les a laissées un peu courir à droite à gauche. Madame de Rémusat, qui aussi a écrit des célèbres mémoires, a dit « Ces jeunes filles ne montraient pas qu'elles avaient une morale fort scrupuleuse. » C'est bien dit, hein? Alors, donc ensuite, c'est Elisa qui va se marier avec ce Bacciochi. Voilà. Et Bacciochi, d'après les registres, d'après les archives, il vivait déjà depuis 6 mois dans la maison Bonaparte, Bacciochi. Donc c'est quand même bizarre cette histoire, mais enfin bon, c'est pour ça qu'on pense que Laetitia ne tenait pas forcément ses enfants suffisamment. Alors, Napoléon fait venir sa mère. Alors là, on est en pleine campagne d'Italie, après les premières victoires de Bonaparte. Et donc, il fait venir sa mère. Vous savez, au nord de Milan, il s'était installé dans un château à Montbello, Bonaparte. Donc là, pour la première fois, Madame Mère va rencontrer Joséphine, la merveilleuse du directoire. Et on peut imaginer la rencontre entre la madré corse et cette merveilleuse du directoire légèrement vêtue qui semble plus intéressée par le beau visage d'un lieutenant de hussards originaire de Romans, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà, le fameux Hippolyte Charles. Elle était plus intéressée par Hippolyte Charles que par son fils, que par Napoléon, à qui elle n'a pas su donner, cette Joséphine n'avait pas encore su donner un enfant à Napoléon après 15 mois de mariage. Bon, alors pour Paulette, c'était facile de lui trouver un mari. On va lui trouver un général qui était prometteur au niveau carrière, qui s'appelait Leclerc. Malheureusement, ce Leclerc va mourir à Saint-Domingue. Donc, début juillet 1797, Laetitia, qui n'aime pas les mondanités, elle n'a jamais aimé les mondanités, elle repart pour Marseille avec l'intention d'aller en Corse. La Corse venait d'être reconquise par la France, parce que la Corse avait été occupée par les Anglais. Hein. Elle arrive à Ajaccio, Napoléon a déjà donné des ordres pour la restauration de la maison Bonaparte, et puis là, elle va continuer à restaurer la maison, la meubler, voilà. Et voyez, vous avez une photo d'une chambre de la Casa Bonaparte.
Et donc, malheureusement, bon, il va y avoir encore des dissensions entre les paolistes et les Bonaparte, et elle va être obligée de quitter la Corse. Alors, elle va venir à Paris, chez son fils aîné. Vous savez que son fils aîné venait d'acheter le château de Mortefontaine. Mortefontaine. Et c'est de là qu'elle suit les événements, le retour d'Égypte de son cher Napoléon et la prise du pouvoir par celui-ci un mois plus tard, donc novembre 1799. Alors, novembre 1799, janvier 1800, Caroline, la dernière fille, épouse Murat. Mais là, c'est un vrai mariage d'amour. Hein. Bon. Les Bonaparte sont au pouvoir, mais Laetitia refuse d'aller habiter aux Tuileries. Elle préfère aller chez son frère, chez son demi-frère, le futur cardinal Fesch. Voilà. Et Fesch, vous le savez, était finalement un homme d'affaires. Et il a réuni, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le musée Fesch à Ajaccio qui en témoigne. Il a réuni un nombre de tableaux considérable, enfin d'œuvres d'art considérables. Alors là, c'est le mariage arrangé entre Louis Bonaparte et Hortense de Beauharnais. Voilà, le fils de Laetitia et la fille de Joséphine. Bon, alors 1802, un mariage qui s'est pas bien déroulé. Donc quelques mois plus tard, voilà, enfin Joseph Fesch est nommé archevêque de Lyon et fait cardinal par le pape en janvier 1803. Là, ça va être la principale cause de la brouille entre Lucien, qui est à droite, et entre Lucien et Napoléon. Lucien est à droite là, et il a sa première femme qu'on a vue tout à l'heure, Christine Boyer, est morte, et il va épouser une certaine Alexandrine de Bléchamp, que je sais pas pourquoi, que Napoléon a pris en grippe. Bon, enfin, ça serait une autre histoire. Et donc, fureur de Napoléon, qui n'acceptera jamais ce mariage, lequel sera la cause de la longue brouille entre les deux frères, malgré tous les efforts de réconciliation de Laetitia. Alors Jérôme aussi, il épouse une Américaine, figurez-vous. Jérôme, Napoléon l'avait mis dans la marine. Voilà. Et donc, son bateau a fait une escale aux États-Unis, et puis il a trouvé le moyen de s'enticher d'une Américaine, Elizabeth Patterson, donc ils vont se marier. Et lui, Jérôme, je sais pas, il avait moins de 21 ans. Enfin bon, bref, il fallait qu'il y ait le consentement de sa mère quand même. Et donc, il y a pas eu de consentement. Et le mariage sera annulé. Alors Pauline, heureusement, est plus souple. Elle accepte le nouveau mari. Je vous ai dit que son premier mari, Leclerc, est mort à Saint-Domingue de la fièvre jaune. Et là, elle va épouser un prince italien d'une grande famille italienne, la famille Borghese. Alors, Lucien a résisté. Alors, ça y est, on est à l'année du sacre là maintenant, 1804. 1804, Lucien a résisté à Napoléon. Il est prié de s'exiler. Laetitia, qui voit Lucien malheureux, part pour Rome. Donc, c'est à Rome où elle loge avec son frère, toujours, le cardinal Fesch, au palais Falconieri, qui existe encore, qu'elle apprend avec désolation, elle n'était pas pour, la création de l'Empire. Vous savez, la création de l'Empire, c'est mai 1804. Elle ne rentrera à Paris que le 19 décembre 1804, soit 17 jours après le sacre. Ça, c'est cité sans arrêt. Celui de mes enfants que j'aime le plus, c'est celui qui souffre le plus. Alors, pour le moment, c'est Lucien. Mais elle dira la même chose après quand Napoléon sera à Sainte-Hélène. Mais parce que c'était Napoléon qui souffrait le plus. Alors, vous voyez Madame Mère, là. Enfin, tout le monde le sait, là. Qui n'y était pas. 1805... au niveau intellectuel, elle comprend le système de Napoléon, comme il disait Napoléon, mon système. Et donc, elle rachète à Lucien l'hôtel de Brienne. Vous savez ce que c'est l'hôtel de Brienne? C'est le ministère de la guerre, le ministère des armées. Par décret du 23 mars 1805, donc l'année suivant le sacre,
Napoléon lui confère le titre de Son Altesse impériale, Madame Mère de l'Empereur. Vous voyez, quand on dit Madame Mère, c'est ça, Madame Mère de l'Empereur. Elle a une maison, c'est-à-dire des chambellans, des écuyers. Et elle est nommée protectrice générale des établissements de bienfaisance et de charité de l'Empire. Malheureusement, il s'agit d'un château qui n'existe plus. Les Wurtembergeois l'ont brûlé. Napoléon achète pour sa mère le château de Pont, qui se trouve, au sud-est de Paris. Et donc, voilà, avec un traitement de 480 000 francs, mais elle obtiendra plus après. Oui, de toute façon, elle économisait la moitié de ce qu'on lui donnait. Et Napoléon disait d'elle que c'était une vilaine, parce qu'elle demandait un peu plus d'argent, mais c'était pas pour le dépenser. Et il disait, Napoléon, que c'était une bourgeoise de la rue Saint-Denis. C'est-à-dire, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bon. 1805, c'est le début du Grand Empire. Et là, la fameuse phrase que tout le monde connaît de Laetitia, c'est « pourvu que ça dure ». Pourvu que ça dure. Laetitia s'attend à des catastrophes d'autant plus grandes que les siens seront montés plus haut. Et c'est pour ça qu'elle économise. « Je suis obligé de coumoler pour l'avenir. Mon fils a une bonne place, mais ça ne peut pas toujours durer. Qui sait si tous ces rois ne viendront pas un jour me demander du pain ?» Je ne sais pas si vous connaissez la phrase. Ce qu'on voit Napoléon en 1814, c'est un tableau de Paul de la Roche, bien connu. Gardienne du clan Bonaparte. Elle a la douleur d'apprendre coup sur coup, à l'été 1810, la fuite de Louis en Autriche et la captivité de Lucien par les Anglais. Lucien, il avait voulu partir en Amérique. Et puis, les bateaux anglais qui sillonnaient la Méditerranée l'ont pris en otage. Mais surtout, elle comprend, fin 1812, la désastreuse retraite de Russie et combien de Napoléon se débat dans des difficultés. J'ai mis, elle sera la seule à intégrer la pensée impériale à cette époque. Voilà. Madame Mère quitte Paris. Alors voilà, on est le 29 mars 1814, hein, on est à la fin de l'Empire. Madame Mère quitte Paris et prend la route de l'exil vers l'Italie. Alors ce qui est intéressant, c'est pour notre région, elle apprend que son château de Pont a été incendié par les Prussiens, enfin les Wurtembergeois. Elle arrive à Roanne par la nationale 7, elle arrive par la nationale 6, elle arrive à Roanne le 20 avril et s'arrête au monastère de Pradines. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le monastère de Pradines, où son frère, l'archevêque de Lyon, s'était déjà réfugié. Napoléon, en route pour l'île d'Elbe, arrive à Roanne 2 jours plus tard. Il ne pourra pas voir sa mère parce qu'il est entouré d'officiers autrichiens. Et voilà. Alors, mais c'est pour la petite histoire, c'est bien connu. Là, moi, je suis de Saint-Étienne, donc c'est bien connu dans la région que ils se sont fait un signe par la fenêtre, à peu près. Voilà, à Pradines, à côté de Roanne. Alors, on est à l'île d'Elbe. Alors, à l'île d'Elbe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'île d'Elbe, avec le fils qui souffre le plus. Elle est heureuse à l'île d'Elbe parce que ça lui rappelle la Corse, bien sûr. Et puis, donc, elle n'éprouve plus le besoin de faire des économies. Fin février 1815, Napoléon lui dit mais moi, l'île d'Elbe, c'est pas suffisant pour moi. Et donc, elle répond oui, vous n'êtes pas fait pour mourir dans cette île abandonnée. Le vol de l'aigle, Napoléon rejoint Paris et toute la famille, y compris Lucien, rejoignent Paris. Voilà, mais malheureusement, il va y avoir Waterloo et le 18 juin 1815 et donc le 29 juin, c'est la Malmaison, là, vous voyez la Malmaison, la maison de Joséphine, la maison achetée par Joséphine et puis la maison de Joséphine qui était morte un an avant. Donc il se retrouve à la Malmaison et là Napoléon dit adieu à sa mère.
un adieu définitif. Hein. Et elle dira, Laetitia, ma vie finit avec la chute de l'empereur. Et donc Laetitia et le cardinal Fesch repartent pour Rome. Et ils se réinstallent au palais Falconieri. 1817-1818, la Madré se démène pour venir en aide à Napoléon à Sainte-Hélène, mais une illuminée autrichienne, dont je n'ai pas pu trouver le nom sur Internet, et j'ai demandé également à des profs d'histoire, mais je l'ai pas vu non plus dans le livre d'Alain Decaux. Une illuminée autrichienne fait croire au cardinal Fesch et à Laetitia que Napoléon s'est échappé de l'île de Sainte-Hélène. Vous la connaissez, cette histoire? Il y avait une secte qui s'appelait les Illuministes à l'époque. Et je sais pas, surtout le cardinal Fesch, mais également Laetitia, était persuadé que Napoléon avait été enlevé par des anges. Ben oui, je comprends pas. Je comprends pas parce que vous allez voir, elle a gardé sa tête jusqu'au bout, Laetitia. Alors là, vous avez comme photo le Palazzo Bonaparte, qui était le palais Rinuccini. C'est devenu le palais Bonaparte. Pauline, elle était pas mal, Pauline, parce qu'elle essayait de faire en sorte que son oncle, que son grand-oncle et que sa mère reviennent à la raison. Voilà. Elle n'y parviendra qu'après la mort de Napoléon, et le mal sera fait. Fesch aura entre-temps choisi pour aller à Sainte-Hélène un prêtre qui n'était pas à la hauteur, enfin qui était du moins malade, Buenavita, un abbé peu instruit, l'abbé Vignali, et surtout un médecin qui était simple préparateur de dissection, Anto Marquis. Et Napoléon a dû être étonné de recevoir des gens aussi folkloriques et puis pas à la hauteur, ouais. Et donc, et en plus Napoléon, comme Madame Mère et le cardinal Fesch croyaient qu'il s'était échappé de Sainte-Hélène, Napoléon ne recevait plus de lettres. Oh, c'est affreux, ça. C'est pas bien connu, hein, mais c'est affreux. Le peintre, c'est un Allemand, Steuben, oui. Voilà. Alors, Laetitia va survivre 15 ans à Napoléon. Napoléon est mort, comme chacun le sait, le 5 mai 1821, et elle va survivre 15 ans à Napoléon. Petit à petit, elle devient aveugle, voilà, et elle vit au milieu de ses souvenirs. Et en 1830, elle se casse le col du fémur. Elle devra désormais rester sur un fauteuil roulant. Et surtout, elle va voir mourir avant elle Elisa en 1820, Eugène de Beauharnais en 1824, Pauline en 1825. Napoléon Louis, c'était le second fils de Louis et d'Hortense en 1831, et le fils de Napoléon, le roi de Rome, le duc de Reichstadt, en 1832. Elle va voir mourir tout ce monde-là. Et donc là, vous avez un dessin fait par Charlotte Bonaparte. Alors Charlotte Bonaparte, c'était la seconde fille de Joseph. Il paraît qu'elle était bonne dessinatrice. Alors, c'est ce que je vous disais. Laetitia, malgré ses histoires d'illuminisme, elle reste lucide jusqu'au bout. Elle s'éteint le 2 février 1836, à l'âge de 87 ans, hein, après avoir eu 13 enfants. Bon. Hortense, elle avait des très bonnes relations avec Joséphine, mais elle avait des bonnes relations avec la gentille Hortense. Hortense, venue à Rome en novembre 1830, dira « Sa tête est saine et forte, elle n'est indifférente à rien de ce qui se passe dans le monde politique. » Inhumée dans un couvent près de Civita Vecchia, Napoléon III, donc le fils d'Hortense, le troisième fils d'Hortense, Napoléon III fait rapatrier son corps à Ajaccio en 1851, lequel sera placé en 1860 dans la chapelle impériale d'Ajaccio. C'est en latin, donc le caveau de Laetitia. Donc le Stendhal, qui comme chacun sait, a passé les ponts de la Bérésina, hein, vous le savez. Stendhal, qui a été pas maître des requêtes, mais qui a été auditeur au Conseil d'État de Napoléon. Stendhal a dit peu d'existences ont été aussi pures d'hypocrisie
est selon moi aussi noble, oui, le mot noble revient sans arrêt, aussi noble que celle de Madame Laetitia Bonaparte. Et vous avez Canova, donc non seulement il a statuifié Pauline, mais il a statuifié aussi Laetitia. Voilà, c'est fini.